Inspiration. Est-ce vrai, prince, que vous avez dit un jour, c'est la beauté qui sauvera le monde ? Messieurs, s'écria-t-il à l'adresse de tous les convives, le prince affirme que la beauté sauvera le monde. Et moi, j'affirme qu'il a ce genre de pensée folâtre parce qu'il est amoureux en ce moment. Messieurs, le prince est amoureux. Sitôt qu'il est entré, j'en ai acquis la certitude. Ne rougissez pas, prince, ou je vais vous prendre en pitié. Quelle beauté va sauver le monde ? Quelle beauté va sauver le monde ? En voilà une sacrée énigme. Bonjour à tous. Dans l'épisode du jour, on s'attaque à un monument. S'attaquer à un monument, c'est jamais facile, surtout lorsque, comme moi, on est un néophyte. On en a entendu parler, on sait que ça risque d'être compliqué, donc au mieux, on est conquis et on dévore toute l'œuvre en question. Au pire, on est extrêmement déçu, voire on ne capte rien du tout au charabia qui nous a été vendu. Surtout que là, dans cet épisode, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de littérature russe, et qui dit monument de la littérature russe, dit Dostoïevski. Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, né en 1821 et décédé en 1881 à l'âge de 59 ans. Il est considéré comme l'un des plus grands romanciers russes. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Les Carnets du sous-sol, L'Idiot, ou encore ses deux ouvrages probablement les plus connus, Crime et Châtiment, ainsi que Les Frères Karamazov. Dostoïevski, il a eu une vie plutôt mouvementée. Alors je vais pas vous faire toute sa biographie ici, mais c'est important d'avoir ça en tête parce que, comme pour tout le monde finalement, ça façonne la personne que l'on est. Parmi les quelques éléments que je peux vous citer, il y a le rôle du père qui va être important, médecin militaire qui aurait eu des tendances alcooliques et faisant preuve d'une certaine sévérité à l'égard de son fils. Une relation avec son père qui a été plutôt compliquée, amenant même à une certaine détestation de la part du fils, qui se retrouvera d'ailleurs plus tard dans ses écrits. Le personnage du père est plutôt controversé parce qu'il semblerait qu'il ait fini assassiné par ses serfs. Pas fou, il y a mieux. Il y a mieux comme fin, on va pas se mentir. La famille de Dostoïevski n'était pas riche mais plutôt modeste. Déjà pas mal pour la partie enfance. Sur sa vie en tant que telle, il y a peut-être un élément assez marquant, c'est que Fyodor, il y a une période de sa vie où il était en opposition au régime russe, et ayant réalisé des actions contestataires, en 1848, il va subir un simulacre d'exécution. Autrement dit, le régime l'arrêtera pour ses actes et va mettre en scène son exécution à mort, avant, au tout dernier moment, d'arrêter les choses et de finalement le condamner au bagne en exil en Sibérie pendant 8 ans. C'est quand même une expérience qui est probablement assez traumatisante. Pour ajouter à tout ça, Fyodor serait devenu épileptique à partir de 1850. En quelques mots, Dostoïevski c'est un homme qui semble sombre et complexe. Je vous ai fait un portrait très rapide de notre auteur, concentrons-nous maintenant sur le livre du jour. Je vous disais en tout début d'épisode qu'on a ici affaire à un monument. Alors forcément ça pose la question, par où commencer ? Comment s'y prendre ? Et est-ce que ça va pas être un peu compliqué à comprendre ? C'est là que le livre du jour vient à la rescousse, entre guillemets, parce que ça n'est pas une œuvre de Dostoïevski en fait. Ce que nous avons là, c'est un recueil de textes issus de plusieurs écrits de Dostoïevski. Parmi ces extraits, on va avoir le journal d'un écrivain, des écrits qui proviennent de sa contribution à une publication qui s'appelle Le Temps, des extraits de ses correspondances, de ses carnets, d'autres de L'Idiot, de Crime et Châtiment, des Frères Karamazov, et quelques autres encore. Mais alors, à quoi ça sert exactement d'avoir juste un recueil d'extraits ? Pour ça, je vais vous citer la préface d'Emma Guillet, qui est celle qui a choisi et compilé les textes. L'influence capitale de Dostoïevski sur la littérature mondiale est bien connue, mais on sait moins à quel point sa pensée labyrinthique et paradoxale a hanté la philosophie russe en plein essor, notamment Soloviev, son contemporain, puis Berdaïev, Chestov, Frank, Rozanov, Bulgakov, Pomerantz, et la pensée occidentale. Nietzsche, Freud, Einstein, Heidegger, Arendt, Camus, Lévinas, Jankélévitch, Ricoeur et Lull, tous l'ont lu et médité. Et pourtant, Dostoïevski, réputé obscur, n'est pas un romancier à thèse, encore moins un penseur systématique. Mais alors, quel est le lien avec le titre de ce recueil finalement ? Là encore, c'est Emma qui va nous répondre directement, en écrivant « La beauté est un idéal d'harmonie et de paix dont le besoin se fait d'autant plus ressentir que l'homme en manque. Elle est nécessaire pour que l'homme advienne à lui-même. » Quand on voit tout ce que je vous ai dit depuis le début, plus les noms que je viens de vous citer,
Pour un nouveau venu dans la littérature russe, c'est donc une très bonne idée de commencer par ce type de bouquin, qui permet d'avoir une vision d'ensemble de la pensée et de la philosophie de l'auteur, à la fois sur des sujets comme la création, la connaissance ou la religion, très présente soit dit en passant chez Dostoïevski. Ma toute dernière citation, ainsi que le titre sur lequel on reviendra longuement, mettent en avant l'idée d'une certaine élévation par la beauté dans toutes ces sphères d'analyse. On comprend, je comprends du moins, que la lecture de Dostoïevski, même si elle touche à des sujets assez sombres qu'Emma Guillet appelle l'esprit souterrain, et cette thématique d'autodestruction de l'homme qui revient fréquemment, elle a, derrière, en filigrane, une certaine idée de la beauté à laquelle il faut se raccrocher pour voir les personnages s'élever, mais en tant que lecteur, on puisse également en faire autant. Ceci étant dit, on va maintenant parcourir ce recueil de textes qui a été divisé en plusieurs sections. Je vais vous en citer un certain nombre d'extraits. La première section, elle est proposée sur la création artistique et littéraire. Je vous rappelle en effet que vous avez affaire à un auteur, à un romancier, il est donc tout de même intéressant d'avoir sa vision du sujet. Le premier extrait va nous mettre immédiatement dans le bain en sublimant l'importance de la création artistique et par-delà de la beauté qu'elle sous-entend. L'art est pour l'homme un besoin, au même titre que manger et boire. Le besoin de la beauté et de la création qui lui donne corps, ce besoin est inséparable de l'homme qui, sans elle, ne souhaiterait peut-être même plus vivre sur terre. L'homme a soif de beauté, il la trouve et l'accueille sans aucune condition, uniquement parce qu'elle est la beauté, et il s'incline devant elle avec dévotion, sans demander à quoi elle est utile, ni ce qui peut s'acheter par son moyen. Toujours dans le même extrait. Car le moment où l'homme vit le plus est celui où il cherche quelque chose et s'efforce de l'atteindre. Alors, un désir tout à fait naturel d'harmonie, de calme, se manifeste en lui, et, dans la beauté se trouve à la fois l'harmonie et le calme. Et un petit peu plus loin encore, comme la beauté appartient à tout ce qui est sain, c'est-à-dire ce qui est le plus vivant, c'est aussi un besoin indispensable de l'organisme humain. Elle est harmonie. Elle est gage d'apaisement, elle donne corps aux idéaux de l'homme et de l'humanité. La création est importante et l'art sont importants car ils répondraient à un idéal de beauté qui lui-même serait le socle des idéaux de l'humanité. C'est intéressant comme point de vue parce que même si ça appelle aux idéaux de l'humanité, c'est quelque chose que l'on peut transposer à nos niveaux à nous de simples random. Admettons que vous peigniez, que vous chantiez, que vous dansiez. Vous répondez peut-être à une envie d'amusement, de tester une discipline. Mais au-delà de l'aspect divertissant, c'est une réponse à une soif créative que l'on retrouve chez chacun de nous. Évidemment, tout le monde pourrait, au conditionnel, j'insiste, avoir une définition de la créativité qui est différente. Vous ne savez peut-être pas dessiner, vous ne savez peut-être pas jouer d'un instrument, écrire, faire du théâtre, et peut-être que tout ça, ça vous fait passablement chier. Aucun problème. Mais cette envie créative, il faut l'avoir de façon plus globale, et pas juste création égale art plastique ou art vivant, parce que là c'est une vision extrêmement restrictive de niveau CM2. Je ne suis pas à même de vous faire un cours de philosophie de la créativité, mais on peut parfaitement admettre que, pour certains, un code informatique qui serait élégamment agencé ou organisé de façon judicieuse est une preuve de créativité. De même, une démonstration d'un théorème de maths particulièrement élégante peut revêtir une certaine beauté. Il y a d'ailleurs pour l'anecdote un livre qui s'appelle Proofs from the Book, qui a été traduit en français par Raisonnement divin, et qui rassemble des démonstrations de ce type. Même une tarte au chocolat, avec un petit twist, devient un acte créatif. Un jardin qui serait agencé intelligemment avec variété de fleurs incroyables et des couleurs aux pétales chatoyantes devient une création. Et ainsi de suite. Alors par contre on va se calmer, je vous dis pas non plus que le moindre truc un peu farfelu que vous fomentez est créatif. Qu'aligner 2-3 coups de pinceau, faites-vous un Botticelli ou que les sculptures en pâte à modeler de votre gosse en font un Rodin. Non, on va se calmer 2 minutes. Par contre, ce que nous encourage à faire Dostoïevski, c'est à projeter l'art, c'est à projeter l'acte créatif comme une poursuite de la beauté, de l'harmonie, de l'élévation vers un idéal qui nous est supérieur. Il va même encore plus loin en disant, toujours dans la même contribution à Le Temps en 1861, en nous disant « La beauté est utile parce qu'elle est la beauté, parce que l'humanité a toujours besoin de la beauté et de son idéal suprême. Tant que l'idéal de la beauté et le besoin de beauté restent intacts dans un peuple, alors il éprouve également le besoin de la santé, de la norme et par conséquent, la croissance de ce peuple est assurée. »
Puis dans ses carnets, entre 1872 et 1875, il écrit « L'esthétique est la découverte d'instants sublimes dans l'âme humaine par l'homme lui-même en vue de son propre perfectionnement. » Le beau aurait donc une fonction utile suprême, celle de la croissance, de l'élévation de l'homme, de l'élévation de l'âme. Et ça pose des questions. Parce que si je prends cet idéal, comment, moi, en tant que simple mortel avec mes constructions en pâte à sel, je peux aller vers le beau, vers l'élévation? Comment je peux faire en sorte de définir la beauté et me rendre compte que la création que je fais m'en rapproche? Alors, à ce moment de l'épisode, on pourrait commencer à entrer dans le débat de qu'est-ce que la beauté, est-ce que c'est subjectif ou non? À titre purement personnel, j'ai un avis sur le sujet, je vous le partage, il vaut ce qu'il vaut. Je pense qu'il faut réussir à distinguer le beau, la beauté, en tant que concept, en tant qu'idée, de nos préférences. Il y a tout de même un certain nombre de règles, plus ou moins implicites, qui se retrouvent à travers les espaces, les cultures, les représentations, les arts, les siècles et les temps qui passent, de ce qu'est la beauté. Ce sont des notions qui vont être liées à l'harmonie de ce qui nous est présenté, l'harmonie des formes, leur juste équilibre et leur disposition, l'harmonie des couleurs, des sons, l'idée d'une certaine balance, une certaine stabilité, un accord d'ensemble dans les proportions et dans la symétrie. C'est l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre de tableaux de toute époque, de toute culture vont trouver un écho encore aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour lesquelles des architectures vont nous paraître somptueuses ou splendides. C'est toujours l'une des raisons pour lesquelles des paysages peuvent nous paraître absolument superbes alors qu'on ne les voit qu'en photo. C'est l'une des raisons pour lesquelles des enfants, qui sont pas forcément éduqués à l'art, sont capables de regarder une œuvre d'art et de dire qu'ils trouvent ça beau. Et c'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles des individus vont être considérés majoritairement comme étant ravissants, agréables à regarder, par un aspect presque sculptural qu'ils peuvent avoir. Et là, on a la transition parfaite avec le sujet des préférences. Je prends évidemment ici l'exemple des individus que vous pourriez trouver beaux, attrayants, attirants. Il y en aura toujours un ou une dans le groupe qui sera là pour embêter et dire non, moi j'aime pas. Eh bien cette personne, on va l'appeler Jean-Mathéo, je dis merci. Merci Jean-Édouard parce que c'est justement là que je veux en venir. Il s'agit d'une préférence, pas d'un jugement relatif à la beauté. Si ce fameux Jean-Michel avait un minimum d'honnêteté intellectuelle et de capacité de réflexion, je suis persuadé qu'il serait capable de prendre le recul nécessaire, de constater de façon hyper neutre qu'effectivement, l'individu concerné a la mâchoire dessinée comme il faut, la bonne distance entre les yeux, le bon angle du nez, le bon équilibre entre les différentes proportions du visage par exemple, etc., etc. Et que par conséquent, l'individu est effectivement une incarnation de la beauté. Mais, aïe aïe aïe, et c'est là que ça pêche, l'individu est brun ou brune, et Jean-Sébastien préfère la couleur rouge. Donc ça ne convient pas à sa préférence. Ok, là je suis d'accord. Ce qui pour autant n'enlève rien au beau en tant que tel. Bon, mon exemple il est assez trivial, pas hyper poussé, volontairement caricatural et on pourrait y opposer des arguments, j'en ai conscience, mais cet exemple il est quand même très utile car simple à concevoir pour tout le monde pour faire passer l'idée que la beauté est fortement objective et que les préférences sont par contre elles complètement subjectives et vont venir évidemment interférer sur notre compréhension, notre évaluation de ce qu'est la beauté. Fin de la présentation de cet avis, qui est le mien, avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord, mais soit ça confirmera votre propre pensée, ou cela vous amènera peut-être à la réflexion. Quoi qu'il en soit, définir la beauté est un vrai questionnement, qu'on retrouve dans le recueil des écrits de Dostoïevski. Considérant la question de la création artistique, Dostoïevski écrit, toujours dans Le Temps en 1861, « À quoi reconnaît-on la valeur artistique d'une œuvre d'art ? À l'accord le plus complet possible qui s'y manifeste entre l'idée artistique et la forme dans laquelle elle est incarnée. Disons encore plus clairement. Tout l'art du romancier, par exemple, réside dans sa capacité à exprimer sa pensée, à travers les personnages et les scènes du roman, avec une clarté telle que le lecteur, après avoir lu le roman, comprendra la pensée de l'auteur comme l'auteur l'a comprise lui-même tandis qu'il composait son œuvre. Par conséquent, d'un mot, l'art de l'écrivain et sa capacité de bien écrire. Cette vision est simple à comprendre et évidemment transposable aux autres arts, la peinture, la sculpture et ainsi de suite. Si la définition est assez immédiate finalement pour les arts, si l'on souhaite aller un petit peu plus loin sur l'idée finalement d'un idéal de beauté, Dostoïevski écrit, dans ses correspondances en 1868,
Le beau est un idéal, et ni le nôtre, ni celui de l'Europe civilisée n'est encore suffisamment élaboré. Il n'y a qu'une seule figure positivement belle en ce monde, c'est le Christ, si bien que l'apparition de cette figure démesurément infiniment belle est déjà un miracle infini. L'idéal de beauté est finalement, chez Dostoïevski du moins, porté par la religion, ce qui confirme, intrinsèquement, l'idée d'une beauté qui serait liée à un désir d'élévation de l'âme. Je mets volontairement de côté la dimension religieuse pure associée à la beauté, mais je m'attarde encore quelques instants sur cette section, avec une question finalement qui est, qu'elle soit incarnée et spirituelle ou non, comment aller vers la beauté? On plonge là dans l'équilibre de la psyché humaine, et Dostoïevski nous écrit, dans ses correspondances en 1847, le dehors et l'intérieur ont besoin d'être équilibrés. Sans cela, en l'absence de phénomènes extérieurs, l'intérieur prendra un ascendant trop dangereux. Les nerfs et l'imagination occuperont une place énorme dans l'individu. Le manque d'habitude donne à n'importe quel phénomène extérieur l'apparence de quelque chose de colossal et quelque peu effrayant. On commence à avoir peur de la vie. Je voulais conclure cette section avec cette citation car je lui trouve à notre Fiodor une dimension stoïque dans son essence, avec l'idée du contrôle de ce qu'il appelle l'intérieur, qui finalement n'est que la transposition stoïcienne nous disant que lorsque l'on n'a pas la main sur notre environnement, ce sur quoi nous avons le contrôle, c'est la façon dont on réagit à cet environnement. Également, la dernière phrase, on commence à avoir peur de la vie, toujours dans une vision stoïque du sujet, me fait personnellement penser à l'adoption d'une maxime simple, l'obstacle est le chemin. Cette maxime permet d'éviter cette peur de la vie. Autrement dit, l'obstacle n'est plus quelque chose que l'on va appréhender, mais plutôt quelque chose que l'on attend, voire que l'on recherche, car on se développe à travers lui, plutôt que d'en avoir peur. N'hésitez pas, si cela vous intéresse, à approfondir en allant voir le livre L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday, et bien sûr les écrits stoïques, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète et d'autres. Également, l'épisode de la leçon sur le stoïcisme est à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous l'avez déjà fait d'ailleurs, vous pouvez le réécouter, ça fait toujours du bien. Je vais essayer d'être un peu plus rapide sur les autres sections, j'étais obligé de me concentrer quand même sur cette première section parce que la beauté en est le cœur et c'est aussi le titre de notre épisode du jour. Mais vous allez voir qu'on va la retrouver quand même un peu plus loin dans des sections qui semblent relativement différentes. Cette section suivante, elle traite de la dimension morale et de la justice. Alors plusieurs sujets y sont abordés, notamment la parentalité et une observation sur la liberté en tant que concept versus la liberté d'un point de vue matériel. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est l'équilibre moral de l'homme pour la vie en société. Je cite le journal d'un écrivain daté de 1880. Comment donc rassemblerez-vous les hommes pour parvenir à vos fins civiques si elles ne reposent pas sur une grande idée morale fondatrice? Or, les idées morales sont toutes les mêmes. Elles reposent toutes sur l'idée du perfectionnement absolu de soi-même, dans l'avenir, dans l'idéal, car ce perfectionnement contient tout, toutes nos aspirations, tous nos désirs, et par conséquent, tous vos idéaux civiques en découlent. Essayez donc de rassembler les hommes dans une société civile avec pour seul but de sauver leurs petits estomacs. Vous n'obtiendrez rien, sinon la devise morale, chacun pour soi et Dieu pour tous. Il y a donc, selon l'auteur, à nouveau une portée vers un idéal, par le perfectionnement absolu de soi-même. Alors, on n'est pas sur du développement personnel niveau 0, enfin, Fiodor, j'espère que tu nous as pas fait ça, mais plutôt sur les notions que l'on retrouvait dans la section précédente, d'un équilibre personnel entre l'intérieur et l'extérieur, qui pousserait vers une élévation d'ensemble, une envie de s'accomplir, et qui pourrait, dans l'absolu, être motivé par la poursuite de la beauté avec un B majuscule. De nouveau, je lui trouve une certaine sagesse stoïcienne à Dostoïevski, puisque cet idéal moral de société, chacun des individus en est l'initiateur. Vous, auditeurs, êtes l'initiateur de cet idéal moral auquel vous pourriez aspirer. Mais, cet idéal, il porte plus haut que soi-même. On est encouragé à voir plus loin que nos petits nombrils, tout en faisant preuve d'une certaine humilité. Et tout cela rejoint fortement la pensée stoïque, à mon sens. Je cite le journal d'un écrivain en 1877. Avant d'enseigner aux hommes comment se conduire, faites-en la démonstration sur vous-même. Accomplissez-le sur vous-même et tous vous suivront.
Qu'y a-t-il là d'utopique, d'impossible? Je ne me l'explique pas. Certes, nous sommes très pervertis, très mesquins, et donc nous ne croyons pas, nous nous moquons. Mais à présent, ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais de ceux qui viennent. Le peuple a le cœur pur, mais il a besoin d'instruction. Et même dans notre milieu, des cœurs purs se lèveront, c'est cela l'essentiel. C'est en cela qu'il faut croire, c'est en cela qu'il faut savoir déceler. Je n'ai qu'un seul conseil à adresser au cœur pur, il faut être maître de soi et se vaincre soi-même avant de faire le premier pas. Accomplissez sur vous-même ce que vous voulez forcer les autres à accomplir. C'est là tout le secret du premier pas. Vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi je parlais de sagesse stoïcienne. Pour en finir avec cette section, Dostoïevski propose une considération sur l'égalité que je souhaitais vous partager. Qu'est-ce, ensuite, dans notre monde instruit, que l'égalité? La surveillance jalouse des uns par les autres, l'arrogance, la convoitise. Il est intelligent, c'est un Shakespeare. Il se vante de son talent, il faut le rabaisser, l'anéantir. Tandis que la véritable égalité dit « Que m'importe que tu sois plus talentueux que moi, plus intelligent que moi, plus beau que moi. Je m'en réjouis au contraire, car je t'aime. Bien que je sois plus insignifiant que toi, en tant qu'homme, j'ai du respect pour moi-même, tu le sais, et toi aussi tu me respectes. Et ton respect me rend heureux. Si, par tes capacités, tu es 100 fois plus utile à moi et à tous les autres que je ne te suis utile, alors je te bénirai, je t'admirerai, je te remercierai, et je n'aurai pas honte de mon admiration. Au contraire, je serai heureux d'avoir pour toi de la reconnaissance, et si je travaille pour toi, et pour tous les autres, dans la mesure de mes faibles capacités, ce n'est absolument pas pour être quitte avec toi, mais parce que je vous aime tous. Quand tous les hommes parleront ainsi, ils deviendront frères, cela ne fait pas de doute, et pas seulement en vertu d'un avantage économique, mais en vertu d'une joie de vivre sans mélange, d'un amour sans mélange. Vous retrouvez là, présenté de façon plutôt originale, l'idée du service de l'intérêt général qui nourrit le contrat social et permet la vie en société. Sans transition aucune, la section suivante, elle traite de la religion. Je ne souhaite pas particulièrement m'intéresser sur cette section, je n'ai pas d'études ou de décryptage à en faire, vous avez compris que Dostoïevski était quelqu'un de religieux et que la religion tenait pour lui une place particulière, notamment dans son idéal de beauté suprême, comme je vous l'ai dit en première section. Je vais juste vous lire un passage que j'ai trouvé beau. Tout ce que je sais, c'est que la cause du péché originel, ce fut moi. Comme une vilaine fissure, un atome de peste contamine un royaume entier. Ainsi contaminai-je toute cette terre qui vivait heureuse et sans péché avant moi. Ils apprirent à mentir et s'éprirent du mensonge. Ils connurent la beauté du mensonge. Oh, cela commença peut-être innocemment par une farce, une coquetterie, un jeu amoureux, réellement peut-être par un simple atome. Mais cet atome de mensonge s'infiltra dans leur cœur et leur plut. Bien vite ensuite, naquit la volupté. La volupté engendra la jalousie, la cruauté. Oh, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais bien vite, très vite, le premier sang coula. Ils s'en étonnèrent, furent épouvantés et commencèrent à se séparer, à se désunir. Des alliances faisaient leur apparition, mais pour s'opposer les uns aux autres. Puis vinrent les reproches, les critiques. Ils connurent la honte et élevèrent la honte au rang de vertu. La notion d'honneur vit le jour et chaque alliance arborait son drapeau. Ils se mirent à martyriser les animaux s'enfuirent dans les bois et leur devinrent hostiles. Une lutte s'engagea pour la désunion, pour la particularisation, pour la personnalité, pour le mien et le tien. Ils commencèrent à parler des langues différentes. Ils connurent le chagrin et aimèrent leur chagrin. Une soif de souffrance les consumait et ils disaient que seule la souffrance mène à la vérité. Alors, la science fit son apparition chez eux. Une fois qu'ils étaient devenus méchants, ils commencèrent à parler de fraternité, d'humanité, et ils comprenaient ces idées. Devenus criminels, ils inventèrent la justice, et, pour la préserver, s'imposèrent de respecter des codes entiers. Et pour faire appliquer ces codes, ils installèrent des guillotines. C'est tout juste s'ils se souvenaient de ce qu'ils avaient perdu, ils refusaient même de croire qu'ils furent un jour innocents et heureux. Extrait des Songes d'un homme ridicule, en 1877. La section suivante s'intitule « Sur la politique et l'avenir de la Russie ». Ici, il y a quelques petites choses à dire. Je ne vais pas vous faire une analyse approfondie de la politique selon Dostoïevski,
mais sachez qu'il était panslave. Il était pour une union des peuples slaves par leur similitude culturelle au sens large du terme, y compris la vision religieuse qui est orthodoxe. Ce qui m'intéresse moi dans cette section, c'est qu'on retrouve ce fameux esprit souterrain dont je parlais en introduction. La tendance à l'autodestruction, le penchant sombre de l'humain et qui est souvent associé au peuple de l'Est. Ça se retrouve entre autres dans des écrits qui sont liés à la paix, à la guerre et à la souffrance. Je vous en cite des extraits. Journal d'un écrivain 1876. De nos jours, la paix est partout, et toujours pire que la guerre, et pire au point que cela finit par être immoral de lui apporter son soutien. Rien n'est estimable, absolument rien ne mérite d'être préservé, il est honteux et vulgaire de préserver la richesse, la grossière concupiscence engendre la paresse, et la paresse engendre des esclaves. Pour maintenir les esclaves en état de servitude, il faut les priver de leur libre arbitre et de la possibilité de s'instruire. Ainsi, vous ne pouvez pas vous passer d'un esclave, qui que vous soyez, quand même vous seriez le plus humain d'entre les hommes? Je ferai encore observer que la lâcheté et l'indignité s'enracinent de plus en plus. Par nature, l'homme incline à la lâcheté et à l'impudence de façon extraordinaire, et il en a une parfaite conscience. Voilà pourquoi, peut-être, il est si avide de guerre et il aime tant la guerre. Il sent en elle un remède. La guerre développe la fraternité et fédère les peuples. Dans ses carnets en 1874, Dostoïevski écrit « Titre du roman, le désordre. Toute l'idée du roman est de montrer qu'aujourd'hui, le désordre est total. Le désordre a lieu absolument partout. Dans la société, dans ses affaires, dans les idées dominantes qui, à cause de ce désordre, font défaut, dans les convictions qui, pour cette même raison, font également défaut, dans la définition de l'autorité familiale. S'il est des convictions passionnées, alors elles sont destructrices. » Sur l'aspect sombre du peuple russe en particulier, Dostoïevski écrit en 1873 dans le journal d'un écrivain les phrases suivantes. Je pense que le besoin le plus essentiel, le mieux enraciné dans le peuple russe, est le besoin de souffrir, qui est constant et inextinguible partout et chez nous tous. Le peuple est atteint de cette soif de souffrance depuis, semble-t-il, des temps immémoriaux. Ce flot de souffrance parcourt toute son histoire, non pas seulement à cause des malheurs et des misères extérieures, non, il jaillit du cœur même de notre peuple. Même dans le bonheur, le peuple russe éprouve immanquablement une part de souffrance sans laquelle son bonheur lui semblerait incomplet. On a donc, comme pour tout individu à peu près normalement constitué finalement, une dualité chez Dostoïevski, mais qui est particulièrement marquée, entre le nihilisme, le sombre, et la poursuite d'un idéal d'élévation, toujours par la beauté, et intimement lié à la religion. Le lien se fait avec cette citation, extraite du Temps en 1861. Qu'importe le sens que lui donnent les autres, pour nous, l'émancipation se résume à la charité chrétienne, à l'instruction que l'on se donne au nom de l'amour mutuel, amour que la femme a également le droit d'exiger pour elle-même. Toute la question de l'émancipation se résume, selon nous, à la question banale et quotidienne du progrès et du développement. La transition sur le développement, elle est toute trouvée, car on entame maintenant la dernière section, celle sur la connaissance, une section qui sera courte également. Dans cette dernière section, on retrouve encore et toujours des éléments qui sont chers à Dostoïevski. La souffrance comme moteur et source de profit du développement humain, mais aussi l'idée d'une progression par un travail sur soi. Dans ses carnets, entre 1880 et 1881, Dostoïevski écrit par exemple « Sa vie, l'homme ne la passe pas à vivre, mais à se composer lui-même. Il s'autocompose. » Il écrit aussi dans Le Temps, en 1861, à propos de la connaissance. La connaissance ne régénère pas l'homme, elle le change seulement. Cependant, elle ne le change pas sous une forme universelle, convenue, mais selon la nature de cet homme-là. Comment fait-on, alors, pour s'auto-composer et se développer selon notre propre nature, comme nous encourage à le faire Dostoïevski à travers la beauté? Tout simplement par le partage d'idées et par la découverte. Il écrit dans le journal d'un écrivain en 1876 « Les idées vont et viennent dans l'air, mais toujours selon certaines lois. Les idées vivent et se propagent d'après des lois trop difficiles à saisir pour nous. Les idées sont contagieuses, et qui sait si, dans l'atmosphère générale de la vie, telle idée,
telle préoccupation, telle aspiration accessible uniquement à un esprit hautement développé et instruit, ne va pas, tout d'un coup, se transmettre à un être pratiquement illettré, grossier, qui ne s'est jamais soucié de rien, et, tout à coup, exercer son influence sur cette âme. Clore la micro-étude de cette section sur l'immensité des apports que peuvent avoir le fait de partager des idées, d'apprendre, de donner de la matière pour constituer un mode de pensée, finalement sur ce que nous, on essaye de faire avec Gaëtan à travers nos podcasts, je trouve ça plus qu'adéquat, approprié et même imprégné d'une certaine beauté. Et ça tombe très bien, car la beauté sauvera le monde. Bon, comment conclure sur tout ça ? Le risque, avec la lecture, surtout lorsqu'on aborde des classiques de la littérature, c'est de se retrouver très vite enfermé dans un débat de gradation entre les bons et les mauvais livres. Autrement dit, lire c'est bien, mais si on ne lit pas des classiques, alors on vaudrait rien. C'est un débat qui pourrait se comprendre, je vous dis pas que tous les livres se valent, loin de là, mais adopter cette posture, surtout avec des néophytes de la littérature classique, c'est le meilleur moyen de 1. Passer pour un énorme connard prétentieux et médisant, et croyez-moi, par expérience, j'en ai vu beaucoup dans certains milieux qui se veulent prétendument élitistes, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans un autre podcast, mais bref, le premier risque c'est celui-ci, et 2, c'est le meilleur moyen de dégoûter de la lecture tout un public qui aurait pu l'apprécier, qui aurait pu la découvrir, mais qui sait juste pas comment s'y prendre et comment l'appréhender. En l'occurrence, un recueil comme La beauté sauvera le monde, même si on peut apporter des critiques sur l'agencement des extraits qui paraissent parfois un peu décousus, pas forcément liés, je trouve que c'est un bon point de départ, parce qu'il propose une vision d'ensemble de la pensée d'un auteur, et surtout, il vous propose d'aller picorer ce qui vous intéresse aux endroits où ça vous intéresse. Si cette section vous intéresse pas, hop, ça dégage, on s'y attarde pas, on passe à autre chose. Rappelez-vous l'intérêt du choix de vos lectures. J'en ai parlé dans l'épisode Arrêtez de lire. Pour finir, s'il y a une idée à retenir, c'est qu'il nous faut chasser le beau. Le monde vous paraît peut-être devenu morne. Dans l'art, dans les lieux, dans l'architecture, dans les personnalités et j'en passe. Vous devez chasser le beau, fuyez le moche, exécrez le laid, fuyez la médiocrité. Pour citer Robert Greene, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement, et les 48 lois du pouvoir. La loi numéro 10 nous dit « Fuyez la contagion de la malchance et du malheur ». C'est la même idée. N'ayez pas peur de vouloir vous élever. N'ayez pas peur d'avoir des exigences pour vous, pour vos proches, de l'ambition. N'ayez pas peur de vouloir aller vers un idéal. Attention, je ne vous dis pas pour autant de détruire les autres. Rappelez-vous ce que nous encourage à faire Dostoïevski dans la section sur la morale, la justice et la vie en société, le service de l'intérêt général. Ne détruisez pas en vain. Cependant, c'est la mission que je vous donne, chassez la beauté. Fuyez le laid et vomissez l'à peu près. Allez vers une élévation qui vous est propre, une élévation morale, une élévation de l'âme, une élévation d'ensemble. Je vous encourage donc fortement à lire ce recueil, si la découverte de la littérature russe par le biais d'un Dostoïevski vous intéresse, et peut-être que par la suite, vous aussi, vous serez convaincus que la beauté sauvera le monde. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là. Je vous encourage à partager cet épisode si vous a plu, à nous mettre les 5 étoiles pour le faire remonter sur les plateformes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux, notamment Instagram et TikTok, @inspiration avec un s.podcast. On poste régulièrement, donc rejoignez-nous. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien sur tous nos épisodes avec Gaëtan, ça nous encourage à continuer comme ça, et je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration.